accueil standard à Héronville pendant plus de 41 ans. Je suis rentrée le 9 janvier 69 à Héronville et j'en suis sortie par un plan le 31 mars 2010. Je suis maintenant en retraite, donc depuis le 1er juin 2011. Je suis né en 1932, je suis d'origine belge. Je suis arrivé à Héronville en 1970, directement, je dirais, comme directeur. J'avais un président qui était M. Derklé. Le président, c'était le patron, le plus gros actionnaire, l'actionnaire. Mais il venait à Héronville une fois par mois et c'est tout. En fait, c'est moi qui dirigeais. Et je lui rendais compte tous les jours, régulièrement. Je suis né le 5 mai 1938 à Héronville, au centre même de l'entreprise, tout proche du laminoir à chaud. J'ai quitté les ateliers, je suis rentré donc au bureau, où là, j'ai été pris par mon métier de formateur. Là aussi, j'ai eu énormément de satisfaction compte tenu de ce qui m'était demandé. J'animais des groupes de qualité, j'animais des groupes de progrès. J'ai la particularité, c'est que je suis né à Héronville. J'ai travaillé mes 41 années consécutives dans l'entreprise d'Héronville et j'habite toujours Héronville. Alors, je suis rentré donc au Forger d'Héronville en 1957, donc sous les ordres de M. Roy, à l'époque, qui était l'ingénieur, et le patron était M. André Godineau. J'ai rentré dans la société en 1961 et j'ai quitté en 1998. Mais dans toute ma carrière, j'ai déménagé 6 fois de bâtiment et changé 7 fois de poste de travail. Avec changer de personnel et changer de... Je peux vous dire que je n'ai pas trouvé le temps long du tout. J'étais premier chalonnier, responsable de la chalonnerie, adjoint à Daniel Charpentier. J'ai rentré en 72 et je suis ressorti en 2004. J'ai toujours été à la chalonnerie. Alain Platel. Ma fonction actuelle au sein de ArcelorMittal, c'est chargé de mission au panneau plan. Ça fait 29 ans exactement. J'ai été embauché à l'âge de 23 ans et j'ai réussi à m'épanouir à la société. Et je suis encore là, presque 30 ans après. 32 ans de travail à Héronville, pliage, chaudronnerie. On appelait Bar-le-Duc puisqu'on était obligé de passer par Bar-le-Duc pour tous les numéros à l'époque. Et par Paris pour les numéros à l'étranger. Donc il se pouvait que j'attende une journée pour avoir un numéro, puisqu'on chiffrait beaucoup l'Afrique à l'époque. Ouagadougou, Douala, enfin on avait trois sociétés à l'époque là-bas. Ou alors quand il fallait que j'appelle l'île de la Réunion par exemple, donc c'était par texte radio, à 16h30 l'après-midi uniquement. Donc si je n'arrivais pas à obtenir le jour, il fallait que j'attende le lendemain. C'est difficile à croire, mais c'est la réalité. À un moment donné, j'avais un appel toutes les 6 secondes, donc c'était vraiment d'automatisme complet. Améliorer la productivité, mais Héronville a toujours bien travaillé. La force d'Héronville, et je dirais du département de la Meuse, c'est qu'on fait ce qu'on veut du personnel. À condition d'être honnête, évidemment, il ne faut pas les tromper. Mais en leur racontant la stratégie, ils comprenaient et ils étaient demandeurs d'ailleurs. Je suis rentré dans l'entreprise en 1955 avec un CAP de tourneur, d'ajusteur et un BI de dessin. Et vogue la galère, je suis rentré dans l'atelier d'entretien pour exercer mes 2 métiers principaux, le tour et l'ajustage. Et j'ai eu la chance d'arriver dans un moment où l'usine avait vraiment besoin de beaucoup d'outillage, en particulier des galets, puisque c'était le démarrage de l'activité du profilage. Mais on a été amené à faire des travaux neufs, c'est-à-dire on a eu besoin de profileuses. Et les profileuses, c'est nous-mêmes qui en avons fabriqué une bonne partie. Lorsque une profileuse était terminée dans notre atelier d'entretien, il fallait la diriger sur les ateliers de fabrication. Eh bien, je puis vous dire que la sortie d'une profileuse, c'était véritablement une apothéose pour nous. C'était presque lancer une fusée dans l'espace. Donc, j'ai abandonné mes 2 métiers et je suis parti en fabrication en tant que chef d'équipe.
Je suis ensuite monté contremaître. Donc mon travail, c'était de gérer une équipe. On était à peu près une dizaine par équipe. On tournait en 2-8. Donc c'était d'enregistrer les commandes, pointer les heures le matin pour le rapport, distribuer le travail et puis regarder tout ce qu'il fallait faire. L'origine de la société, nous la devons à des moines cisterciens qui étaient de la commune d'Écuré. Et Écuré sur la Sceau déjà. Donc ces moines avaient déjà eu contact avec le minerai de fer du coin, puisqu'ils avaient un moulin à fer qui était implanté à Écuré. Ils ont reçu l'ordre justement de descendre un petit peu le cours de la Sceau pour gagner en énergie hydraulique. Il est évident que déjà là, à ce moment-là, on avait besoin de l'énergie hydraulique, donc le cours d'eau. Et on a pu avoir le maximum d'énergie en passant le cap de toutes les sources. Il y a un nombre, je crois ça doit être une douzaine de sources avec des débits très très importants qui viennent grossir très vite le cours de la Sceau. Donc plus on se rapprochait, on pouvait bénéficier d'une énergie hydraulique maximum. Puisque par la suite, nous avons été obligés de nous servir, nous aussi, à partir de 1500, de cette énergie hydraulique, donc de canaliser par les turbines. Quand je suis arrivé à Héronville, on travaillait encore le samedi matin. On avait besoin d'automatiser une ligne complète de profilage. On voulait supprimer une bonne partie de la main de l'homme, c'est-à-dire tous les risques que cela comportait en coupure. Donc on voulait vraiment jouer la sécurité maximum. Les conditions de travail ont toujours été bonnes à Héronville. Et puis lorsqu'on est jeune, les heures ne nous effrayaient pas. Nous étions tombés dans un créneau où justement il nous fallait de plus en plus d'outillage pour nos profileuses. Donc on nous demandait de rester pour fabriquer des galets et ainsi de suite. Moi je me suis vu faire des mois de 300 heures. Monsieur Osdin, qui était donc mon patron pendant fort longtemps, pendant 16 années là, oui, il a placé l'entreprise très haut sur le plan mondial. Et puis il a eu aussi, il était très clairvoyant, il a voulu transporter notre savoir-faire. Avant, nous livrerions les commandes vers nos clients par transport. Il a dit après tout, pourquoi ne pas transporter notre matière, faire du clé en main, en nous rapprochant de nos clients. Alors, à ce moment-là, sont nées les unités régionales. Dans chaque région de France, dans plusieurs régions de France, on a implanté des ensembles automatisés qui nous permettaient de produire sur place et de nous rapprocher automatiquement de nos clients. Alors nous l'avons fait pour le marché français, mais également pour l'Europe entière. Quand vous pensez par exemple le laminoir à froid, on faisait dans les 600 tonnes par mois. Avec, en 3-8, avec bien du mal, ils font ça en un poste maintenant. Dans le temps que j'arrivais, on faisait les traçages au compas. En dernier, c'était avec l'ordinateur. On mettait presque une journée pour faire un gros traçage, une douille. Puis après, c'était une question d'heures. Puis tout a évolué comme ça. Ce qui était un petit peu nouveau, c'était la qualité. Puisqu'auparavant, on parlait énormément de production. Le but, c'était de produire, puisqu'il y avait une demande énorme sur le marché. Donc il suffisait de produire, quoi. Et puis on avait les clients, on ne se cassait pas trop la tête, il fallait produire, c'est tout. À partir des années 90-92, on a commencé à parler sérieusement de qualité. C'est une nouvelle chose qui est apparue. Donc il y avait toujours la production, mais il fallait produire de qualité, parce qu'il y avait un petit peu de concurrence qui arrivait aussi. C'est pas un métier dangereux, hein, à part les coupures de doigts, mais... Suite à cette formation, on a eu beaucoup moins de coupures dans les ateliers parce que manipulant la tôle à longueur de journée, évidemment, l'ensemble du personnel se trouve lié si on ne met pas les gants. Donc moins on va manipuler le produit, mieux ça sera. Sinon, il y avait des coupures. On n'avait pas les bleus.
On n'avait pas de casque, pas de lunettes, pas de bouchons. Disons que, je sais pas, on y pensait tout le temps, la sécurité, mais on était presque plus axé sur le travail que sur la sécurité. Il y a eu quelques accidents quand même au pliage quand même. Une fois un jeune, un petit morceau en moins de doigt. Tout est expliqué pour travailler en sécurité. Une personne qui est étrangère arrive dans l'atelier et est au courant de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut mettre, ce qu'il ne faut pas mettre par rapport au poste de travail. Si c'est une plieuse, c'est des gants comme ça. Si c'est une cisaille, c'est des gants comme ça. Le groupe Arcelor a été créé, ArcelorMittal. Alors là, c'est de la sécurité. Quelque chose pour lequel on n'était pas trop sensibilisé auparavant, quoi. Donc il y a des risques, donc on avait l'habitude de se couper un petit peu, d'avoir des petites blessures, bon ça passait comme ça. Maintenant, Arcelor, donc la sécurité, c'est la priorité. Donc bien sûr, on a mis un tas de choses en place, donc j'ai participé aussi à certaines améliorations. D'autres améliorations, enfin d'autres protections nous ont été plus ou moins imposées, hein, donc il faut faire avec. Donc on a beaucoup travaillé sur les machines au départ, protéger les machines, tous les mouvements des machines, tout ça, et puis ensuite donc, il est arrivé la protection de la personne, avec donc le casque qui est arrivé il y a une bonne dizaine d'années. Donc ça c'était la première des protections, et quand on nous a donné le casque, bon au début on s'est dit on va mettre le casque, et tant pis, on n'était pas trop chaud, mais enfin il fallait le mettre. Et puis mais on croyait qu'avec le casque, on était protégé, on avait tout notre équipement, quoi. On pensait qu'avec ça, on était vraiment protégé de A jusqu'à Z. Et puis petit à petit, on nous a donné des gants de toutes sortes, suivant les métiers qui sont dans les ateliers, donc des gants adaptés. On nous a donné des protections auditives, à porter dès qu'on rentre dans l'atelier pour se protéger du bruit. On nous a expliqué que c'était important et tout ça. On nous a donné maintenant des lunettes de sécurité. Donc ça évolue tout le temps. Mais enfin, bon, c'est pour la protection et on s'aperçoit quand même qu'il faut quand même vraiment être positif parce que les chiffres montrent quand même qu'il y a moins d'accidents ou moins de blessures. Moi, je me souviens quand j'étais chef d'équipe, des gens qui se coupaient, moi j'ai une petite blessure, hop, on mettait un pansement. Si c'était un petit peu plus grave, on l'envoyait chez le docteur Biens qui habitait à Contrisson, même à 2h du matin. Si on était de nuit, je téléphonais au docteur Biens, je vous envoie quelqu'un pour le recoudre. Il était absent 1 heure, et il revenait 1 heure après avec ses 4 fils sur le doigt et puis il reprenait son boulot, quoi. Mais on sent nettement maintenant que il n'y a plus la motivation qu'on avait nous à notre époque. Dans toute ma carrière, moi, il me semble que tous les gens avec qui on a travaillé, tout le monde aimait leur métier, hein. Que ce soit depuis le début, que c'était des métiers un petit peu. On ne verrait plus ça maintenant, hein. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure du plombage. C'était abominable comme propriété, mais c'était le travail qui voulait ça, hein. C'était une tôle, des tôles qui rentraient dans un bain de plomb plus ou moins étamé, qui sortait pour être polymérisé, qui sortait dans un bain de suif à 300 degrés, ensuite qui était lavé avec du gasoil. Et puis c'était des gars en bout de chaîne, il y avait 2 personnes sur une table comme ça qui essuyaient avec des chiffons la tôle pour enlever et qui retournaient la tôle pour enlever les vapeurs de gasoil sans aucune aspiration, sans rien du tout. Et tout le monde aimait son boulot. C'était les années 62, ça. À partir du moment qu'on a envie d'évoluer et qu'on montre l'envie, moi je pense qu'on y arrive. Je ne faisais pas d'effort pour saluer un ouvrier. Mais c'était naturel. Le contact humain était très important. Et là, hélas, avec les gros progrès de l'informatique, on a supprimé une partie de ces contacts. Voilà, c'est ma position. Et je vous redis, et je n'ai pas peur de le dire, que l'investissement humain, si on s'occupe bien des hommes, peut être fabuleux. C'est certainement faire travailler des gens en leur donnant les moyens, en leur donnant un maximum de connaissances, en créant des ambiances de travail chaleureuses. C'est là où justement il y a un épanouissement et le personnel donne son grand maximum. Quelque chose qui est dommage, c'est qu'on a supprimé aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Éloi. Il y avait un grand déjeuner avec tout le personnel et ça me permettait de faire un discours
c'est pas ça qui est important, mais de faire part de la stratégie de l'entreprise. Et ça intéressait les gens. Savoir ce qu'on va faire, pourquoi on l'a fait, ce qu'on va faire et ce qu'on entend. Ça, c'est important. La communication. Dans le temps, on fêtait Saint-Éloi. Donc, Saint-Éloi, c'était vraiment le patron des métallurgistes et des forgerons. Et donc, nous, on avait, dans nos accords sociaux, on avait le lundi de Saint-Éloi était toujours en congé. Il y avait un truc qui était bien, ce serait bien, mais ce serait impossible de revenir maintenant. C'est par exemple, tous les ans, il y avait notre fameux Saint-Éloi qui était le patron des forgerons. Et le patron faisait un repas le dimanche de la Saint-Éloi, dans la bonne ambiance, tout le monde. Hein. Chef, pas chef et tout ça, tout le monde était... C'était bien. Maintenant, il y a tellement de monde que ce serait possible. Puis il y avait des fêtes, il y avait la Saint-Éloi. Voilà, Saint-Éloi, c'est quelque chose qui a marqué, ça a duré des années, et tous les ans, on avait un dimanche, le premier dimanche de décembre, on se réunissait tous. Il y avait un repas offert par la société, avec la musique, avec des animations. On avait même le lundi pour se reposer, donc c'était vraiment merveilleux. On touchait une prime qui s'appelait la prime de Saint-Éloi. On a créé une équipe de handball entreprise. On a fait le championnat de France de handball en entreprise. On était la première équipe en Lorraine, enfin la première entreprise en Lorraine à faire le championnat de France corporatif. Ça, et M. Osdin nous payait les équipements et tout, et il était derrière nous. Ça, vous savez, c'est toutes des choses qui créent l'ambiance, tout ça. J'avais des appels de toutes sortes, clients, fournisseurs, personnel. Donc tout passait par moi à l'époque pour les rendez-vous, pour ce genre de choses. Enfin, ça pouvait être le médecin, le garagiste, le coiffeur. Ça faisait du bruit quand même sur un mois et il fallait gérer. Hein. Et je me souviens toujours que notre patron nous disait toujours 1 centime c'est 1 centime, mais multiplié par de nombreuses tonnes, ça finit par faire de l'argent. Vers l'âge de 6 ans, par là, j'étais toujours émerveillé par le train cadet. Alors le train cadet, c'était le lieu où justement il y avait des étincelles qui montaient dans le ciel, c'était formidable. Pourquoi ? Eh bien tout simplement quand le lamineur introduisait une barre à l'intérieur de ces rouleaux, qui avaient donc rouleau supérieur, rouleau inférieur avec des formes, ça ne partait pas toujours facilement. Aussi, il prenait une poignée de sable et la projetait à l'intersection. Et c'est dans un jaillissement d'étincelles que la barre passait et se profilait aux formes qui étaient... Et moi, j'étais émerveillé de voir ces étincelles monter, mais je n'avais rien à faire là. Et combien de fois le contremaître venait et me disait « Veux-tu repartir chez toi ? Veux-tu repartir chez toi ?» Mais bon, je partais, mais je revenais par l'autre porte. Je revenais très vite, j'étais captivé par vraiment déjà cette fabrication à cette époque. Si bien que moi je vous dirais qu'à l'âge de 21 ans, j'étais chef d'équipe. Je commandais des gars qui avaient 50 et 55 ans. On rigole souvent par des anecdotes après nos amis belges, mais moi je vous garantis que M. Osdin nous a appris à travailler. Hein. Il nous a appris à travailler. Hein. Ça, moi je reconnais que dès qu'il était là, il était en poste, tous les matins il fallait lui donner un état journalier des stocks. Donc ça va faire presque 30 ans, donc ça fait pas loin d'un tiers des 100 ans de la société. Hein. Donc j'ai vécu presque un tiers des 100 ans de la société ici. Donc j'ai déjà fait un petit bout de chemin. En tout, j'ai 41 ans et 4 mois de présence dans l'entreprise. Le fer qui a servi à faire les rivets de la Tour Eiffel a été fabriqué à Héronville. Mais ça, c'est beaucoup plus vieux. Hein. Ensuite, comme référence, on a la tourmaine de Montparnasse à Paris. Donc ça, c'était une belle réalisation. Et on a eu aussi le privilège de visiter au mois de décembre 1997 le Stade de France. On est parti à 6 bus de l'entreprise. Moi, j'ai passé une bonne, disons, toutes ces années-là, hein, toute ma... C'était bien. Rien de spécial à dire. Même si on avait quelque chose qui n'allait pas, on le dirait peut-être pas, mais on n'a rien.